Dérivé du chatrang, qui lui-même est issu de la version perse de chaturanga de l'Inde classique, le jeu d'échecs a été introduit en Europe via le sud à partir du Xe siècle par les Arabes. L'un des jeux de réflexion les plus populaires au monde, le jeu d'échecs est pratiqué par des millions de gens sous de multiples formes, notamment en famille, entre amis, dans des lieux publics, en club, en tournoi, par correspondance, contre des machines spécialisées, entre ordinateurs, entre programmes, sur Internet, au niveau amateur et professionnel. C'est un jeu de guerre qui se joue à deux. Donc une seule personne ne peut pas jouer à moins que ce soit un entraînement. Donc ça se joue à deux. Et chaque joueur a en tout 16 pièces. Mais les pièces dont je parle sont composées de pions et de pièces. Donc chaque joueur a des pions et des pièces. 8 pions et 8 pièces. Les pièces sont en fait comme les éléments principaux. Comme il s'agit d'une guerre sur un terrain, ceux qui sont derrière, que nous appelons pièces, ce sont des généraux en fait, comme dans l'armée, le gouvernement et tout. Le but du jeu, c'est de capturer le roi. Vous n'êtes pas sans savoir que dans une guerre, lorsqu'on attrape le principal, celui qui donne des ordres, le jeu s'arrête, la guerre s'arrête en fait, puisqu'il n'y aura plus de commandant. Donc c'est la même chose ici. Le but, c'est de capturer le roi adverse, celui qui commande les troupes adverses. Donc comment est-ce qu'on va y parvenir, puisque l'adversaire aussi a la même intention, donc il ne va pas se laisser faire. Donc là qu'intervient la stratégie, la tactique, la concentration, les pièges et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, c'est un jeu aux règles fixées à partir de la fin du XVe siècle qui jouit d'un prestige et d'une aura particulière qui, du jeu des rois, l'a fait devenir peu à peu le roi des jeux ou encore le noble jeu en référence à sa dimension tactique et à sa notoriété mondiale. Donc ceux qui sont devant, ce sont les pions. Chaque joueur a 7 pions qui sont disposés sur la deuxième rangée à partir de là où il est. Mais si on doit considérer la numérotation, disons que la rangée juste avant la dernière. Donc les pions restent juste sur l'avant-dernière rangée. Ok. Donc les autres pièces s'alignent juste sur les rangées à l'extrémité. Mais comment savoir où placer les pièces, où placer les pions? D'abord, il faut savoir si un échiquier est bien placé. Chaque joueur a une case blanche à sa droite, située à sa droite. Là, dans ce cas, l'échiquier est bien placé. Dans le cas contraire, si on a une case noire, c'est qu'il va falloir retourner l'échiquier pour avoir une bonne disposition, sans quoi le jeu serait faux. Donc, première étape, vérifier si on a une case blanche à sa droite. Deuxième étape, la disposition des pièces. De l'extrémité vers l'intérieur, nous avons les tours. Chaque joueur a ses tours, 2 tours, les blancs comme les noirs. Ensuite, nous avons les cavaliers. Les cavaliers, des blancs et des noirs. Les fous, on peut les appeler les conseillers du roi ou bien de la reine et tout.
Et là, nous avons le roi et la reine de chaque côté. Le roi est symbolisé par une croix sur cet échiquier. Sur certains échiquiers, vous pouvez voir le roi avec un ruban, ou pour reconnaître le roi, c'est lui le plus élevé. Et comment savoir si le roi doit rester à gauche ou à droite? Le roi blanc reste sur une case de couleur opposée, de couleur noire, si je peux me permettre le terme, et la dame blanche sur une case de sa couleur. Donc à partir de là, on peut disposer leurs conseillers, les cavaliers, et ensuite les tours qui terminent la première rangée. C'est la même disposition de part et d'autre des échiquiers. Les pions n'avancent que droit devant eux, c'est la première règle. Les pions ne reculent pas, ils avancent droit devant eux. Vous allez constater dans les guerres, ceux qu'on laisse en première rangée, ils doivent courir et tout pour attaquer. Donc c'est un peu ça les pions. La deuxième règle, c'est que le pion ne prend que le pion qui est sur la case qui est située juste à sa diagonale. Donc quand on a deux pions qui se font face, c'est qu'ils sont bloqués. Puisque la première règle dit qu'elles ne vont qu'en avant, qu'elles ne peuvent pas reculer, donc deux pions qui se font face sont bloqués. Mais par contre, lorsqu'on a un autre pion situé juste à sa diagonale, elle peut prendre cette pièce et prendre sa place. Voilà, là on gagne un pion. Ou soit sur la diagonale opposée, elle peut prendre ça. Mais l'idée de prendre reste encore une question de choix. La troisième règle avec les pions, c'est que vous allez constater ici, comme nous avons 8 cases, il y a une ligne. À partir de la quatrième case, on peut considérer ça comme une ligne qui sépare les deux camps. Lorsqu'un pion opposé arrive dans le deuxième camp et que ce pion veut passer, il n'a plus le droit de passer de 2 pas. Pas qu'il n'a plus le droit, mais la seule possibilité pour lui de passer juste à côté de celui-ci, c'est de faire un seul pas. Mais dans le cas où il fait 2 pas, ce pion a la possibilité, l'adversaire a la possibilité de passer derrière lui et de prendre ce pion qu'on appelle la prise en passant. Donc lorsque un pion est dans le camp adverse, les pions situés juste à côté, lorsqu'ils font 2 pas, le pion adverse peut passer derrière lui et le prendre. Parce qu'on considère que lorsque l'adversaire est déjà dans ton camp, tu ne peux que faire un pas. Donc dans ce cas, il peut te prendre au pas. Donc dans ce cas, le choix aussi revient à l'adversaire. Si tu fais 2 pas, dois-je prendre ou ne dois-je pas prendre? Est-ce un piège ou pas? À part ces règles sur les pions, vu qu'il s'agit d'une guerre, les pions, on peut parler aussi de protection entre les pions. Donc les pions se protègent entre elles. Ça, c'est encore des règles, bon pas des règles, mais des stratégies à apprendre. Donc venons-en au déplacement des tours. Elle se déplace, si on va aller plus simplement, comme le signe plus, ou pour les mathématiciens perpendiculairement, juste à l'horizontale ou à la verticale. Donc elles ne prennent que les pièces qui sont sur leur chemin. Elles peuvent se déplacer de n'importe quelle case, à l'exception des pions, si je peux me permettre, les pions qui ne se déplacent que d'un seul pas en avant. Les tours peuvent se déplacer du nombre de pas qu'elles veulent. Donc, à condition qu'il n'y ait pas un de leurs acolytes sur la rangée. Donc, lorsqu'il y a un de leurs acolytes sur la rangée, ça veut dire que pour cette tour, elle ne peut plus aller de ce côté parce qu'il y a un de ses amis-là. Elle ne peut que bouger sur cette horizontale, mais sur cette verticale. Donc, elles ne prennent que ceux qui sont sur leur chemin. Donc, lorsqu'on a une tour là, par exemple, on remarque qu'il y a ce pion qui est situé juste sur l'horizontale de cette tour. Donc, ça veut dire que cette tour a la possibilité de prendre ce pion. Mais par contre, il y a ce pion qui est situé juste sur la diagonale de cette tour. Donc, cette tour est dans les capacités de faire quoi que ce soit ce pion. Mais par contre, comme nous l'avons vu précédemment, comme cette tour est sur la diagonale du pion, le pion par contre peut la prendre.
Donc chacun a son domaine. Voilà le domaine des chevaux. Ensuite, on en vient aux cavaliers. Les cavaliers qui ont un déplacement un peu bizarre, on se déplace en P ou en L, comme vous le concevez. Donc chacun a sa façon de voir comment se déplacent les cavaliers. Donc l'une des règles simples, c'est de compter 2 cases dans un sens et de compter une case dans le sens opposé. Je m'explique. Je prends par exemple ce cavalier qui est là. Donc je choisis un sens à la verticale, donc je compte 2 cases et une case à l'opposé, à droite, voilà, le cavalier peut aller là. Donc je mets un pion là pour signifier que le cavalier peut aller là. Donc dans le sens opposé, je peux faire 1, 2, à gauche, voilà, le cavalier peut venir ici. On a déjà 2 cases où le cavalier peut venir. On peut encore trouver d'autres. Donc au lieu d'aller verticalement, je choisis d'aller à l'horizontale. Donc je compte 1, 2 cases et à droite. Voilà, le cavalier peut venir ici. 1, 2, à droite. Ce cavalier seul peut venir ici. Alors, 1, 2, ici. Ce cavalier a la possibilité de venir ici. 1, 2, droite. Ce cavalier peut venir ici. 1, 2, gauche. Ce cavalier peut venir là. Donc, vous remarquerez que les pions noirs et à gauche, 1, 2, les pions noirs forment un cercle autour du cavalier. Là où sont placés les pions noirs sont les cases disponibles pour ce cavalier. Donc l'une des règles principales, c'est que lorsque le cavalier est au centre, il est beaucoup plus fort, il a beaucoup plus de place, il a beaucoup plus de cases où il peut circuler. Par contre, lorsqu'il est aux extrémités, vous voyez que le nombre de cases où il peut aller est réduit. Donc sa force, sa puissance s'exprime souvent dans les moitiés. C'est de très bons défenseurs et ils font aussi réfléchir l'adversaire lorsqu'il se trouve dans son camp parce que leur déplacement est un peu bizarre, on n'arrive pas vraiment à les contrôler. Maintenant, nous allons passer au déplacement des fous. Les fous ou les conseillers de roi, si vous le voulez. Les fous, c'est un peu comme les pions, sauf que eux, ils ne se déplacent que sur leur case. Chaque camp a un fou de la case noire, ici pour les blancs, et un fou de la case blanche. Donc les fous ne se déplacent que sur les cases de leur couleur, c'est-à-dire diagonalement. Donc le fou de la case noire se déplace en diagonale, il ne se déplace que sur les cases noires, et le fou de la case blanche ne se déplace que sur les cases blanches. Donc, qui en vient à circuler diagonalement. Donc elle ne peut pas sauter un carreau noir pour atterrir ici, même si ce n'est que les cases blanches. Donc elle se déplace diagonalement. Donc le fou de la case noire ne peut rien contre le fou de la case blanche. De même, le blanc ne peut rien contre le de la case noire. Donc il n'y a aucune chance que le fou de la case noire de l'adversaire rencontre le fou blanc de l'adversaire. Et de même, le fou blanc de l'adversaire ne rencontre le fou noir de l'adversaire. Mais par contre, les deux fous peuvent se rencontrer de la même case. Donc, si ce fou est sur la diagonale de ce fou, il peut le prendre. De même pour eux. Et les fous aussi, tout comme les pièces de derrière, il suffit que vous soyez sur leur chemin pour qu'ils vous prennent. Donc, lorsqu'on a un pion adverse, si on considère ce fou, lorsqu'on a un pion adverse sur cette case et sur cette case, comme on l'a dit précédemment, celui-ci c'est le fou de la case blanche, il ne peut rien contre tous ceux qui sont sur la case noire. Donc, il ne peut que contre celui qui est sur la case blanche. Et il se déplace du nombre de cases qu'il veut. Ce sont les grandes pièces, ce sont les généraux. Donc, eux, ils contrôlent pratiquement l'échiquier. Donc, il se déplace du nombre de cases qu'il veut, mais il n'est limité qu'à sa case. La dame, c'est en fait la combinaison de la tour et du fou à elle seule. C'est un peu comme les femmes en général, comme elles aiment combiner tout à la fois. Donc, elle se déplace à la fois comme la tour et comme le fou. Elle peut aller verticalement, horizontalement ou diagonalement, qui fait d'elle la pièce la plus puissante du jeu. Donc,
Elle peut aller du nombre de cases qu'elle veut, soit verticalement, soit horizontalement, soit à la diagonale. Voilà. Et on en vient au dernier, au principal, le roi lui-même. Le roi lui-même qui a toute sa puissance, mais qui ne peut que se déplacer d'une seule case, mais dans tous les sens. D'une seule case, à gauche, à droite, mais dans tous les sens. La deuxième règle pour le roi, c'est que il ne va que là où il n'y a pas, il ne va que dans les cases qui ne sont pas surveillées. Puisque le but du jeu, c'est de capturer le roi, il ne peut pas aller là où l'adversaire a déjà son regard. Donc si je prends l'exemple de ce fou, le fou de la case blanche qui contrôle toute cette diagonale, et que j'ai le roi adverse qui est là, s'il faut qu'il aille quelque part, il ne peut plus aller ici. Parce qu'il y a déjà un adversaire qui est là, qui regarde déjà cette case. Et il ne peut pas aller dans n'importe quelle case. Si on ajoute une tour à cette colonne, donc ça veut dire que cette colonne est contrôlée par l'adversaire. Donc le roi adverse ne peut pas circuler sur cette colonne, à moins qu'il y ait quelque chose devant pour bloquer le regard de cette tour. C'est en fait comme une lumière que chacun projette. Donc lorsqu'il y a des obstacles, la lumière n'atteint plus le roi et il peut être plus ou moins en sécurité. Mais quand il n'y a rien, le roi ne peut pas se hasarder d'aller sur les colonnes, les cases ou les diagonales contrôlées par l'adversaire. Ce jeu est en fait comme une matérialisation de la société. Donc dans la société, nous sommes tous différents, chacun a une manière différente de penser, d'avancer, d'agir. Donc c'est un peu sur ça que se base ce jeu. Jacques Balebako est un jeune Togolais de 23 ans, diplômé en mathématiques. Alors en classe de 5e en 2007, il découvre à tout hasard le jeu d'échecs en faisant la connaissance d'un tiers et depuis lors, il ne peut s'en séparer, au point où aujourd'hui, plusieurs jours dans la semaine, il passe le clair de son temps au siège de l'association togolaise des jeux de stratégie à sa donnée, à sa passion. En ce moment, il y avait des temps libres, il y avait beaucoup de temps libre, donc on s'amusait à jouer beaucoup plus aux dames. Donc à un moment donné, chaque temps dame, on gagnait toujours, c'était la même chose. J'étais fatigué, mais il y avait un ami dans la salle, c'était un Sénégalais, il s'appelle Esdras Assa, qui un jour m'a dit de venir à la maison. Donc je suis parti, il m'a montré, il m'a sorti ce jeu, que c'est le jeu d'échecs, que si est-ce que je connais ce jeu, j'ai dit ouais, je vois ça à la télé, mais j'ai jamais joué. Et voilà, il m'a appris les déplacements et tout au cours d'une semaine. Donc, à l'école, pendant que les autres jouaient aux dames, nous, comme on a monté le niveau, on se concentrait un peu plus aux échecs, on faisait les déplacements, on jouait. Et il s'est fait que l'année qui a suivi, il est reparti au Sénégal, il est reparti chez lui et pour la suite, je n'ai plus eu de suite pour le jeu. Puisque c'était lui seul qui avait un échiquier à ce moment. Et à l'époque, c'était un peu difficile. Il n'y avait pas tellement Internet, c'était en 2007. Internet pour télécharger ou bien pour... On n'avait même pas de téléphone, c'était au collège. Donc, depuis la classe de 5e, je suis resté sans jouer en fait. J'ai eu à rencontrer un autre ami dont ses frères jouaient. On fréquentait la même école, mais on ne se parlait pas. Donc eux aussi jouaient, c'est la famille Kossi Tétrikou. Donc avec eux, quand il y avait des temps libres, on jouait de temps en temps. Et plus tard, en seconde ou en première, il y a eu le club qui est arrivé à l'établissement, c'est au collège protestant, le Miang Balipédo.
Et le club amené par Yaovi Neglo. Donc c'est lui qui avait institué le club du jeu d'échecs. On nous avait dit qu'il y avait déjà un club dans l'établissement, mais que c'était parti. Donc c'était eux les anciens qui étaient là dans l'établissement. Donc ils sont venus, il est revenu, voilà. Donc il a instauré le club du jeu d'échecs quand on était en seconde première. Donc disons 5 ans, 4 ans, 5 ans après, la 5e. En ce moment, chaque vendredi soir, on se retrouvait dans une classe. On était 6 ou 7 dans le club. On était 6 ou 7, Etiam, Eugène et tout. Donc, chaque vendredi, à la 7e heure, on se retrouvait pour faire quelques tactiques avec M. Yaovi. Il y a eu quelques compétitions au British School, quelques compétitions interscolaires, donc, où mes amis avaient participé. En ce moment, moi, je n'étais pas... je craignais en fait, parce que j'avais pas tellement d'idées, puisque au British School, ils sont un peu plus développés. Je craignais, ils sont allés, bon, le résultat c'était pas totalement ça, mais voilà. Donc après la classe de première, j'ai continué. J'ai eu un échiquier avec mes amis toujours dans le quartier. On jouait, mais au fur et à mesure qu'on grandissait, il n'y avait plus tellement le temps pour jouer. Plus vraiment le temps, donc j'ai dû laisser quand j'étais en terminale. Surtout qu'en terminale, les cours étaient volumineux. J'ai fait la série D, donc il fallait réussir et tout. Donc j'ai dû laisser complètement les échecs. Mais pendant les vacances, je jouais de temps en temps. Donc dans ma chambre, je jouais seul. Ou quand je vais en vacances chez mes cousins, je jouais seul pour l'année de terminale. Et quand je suis rentré à l'université, j'ai dû laisser tomber aussi. Parce que bon, il n'y avait plus, avec mes amis du quartier, il y avait pratiquement plus de temps. Et il y avait plus vraiment, je jouais plus vraiment avec des gens, quoi. J'avais certes téléchargé l'application sur mon téléphone, mais vous savez, jouer seul, au fil d'un moment, ça devient un peu ennuyant. Donc j'ai dû laisser depuis la première année. En 2013, quand j'étais à l'université, jusqu'en 2017, l'année surpassée, où je passais un jour au campus et j'ai vu, ils avaient exposé et les gens jouaient au jeu. Je me suis dit, tiens, voilà, je connais ce jeu. Je me suis approché pour voir un peu ce que c'est. Et il y avait le responsable, Augusto, qui m'a donné rendez-vous sur le mardi qui a suivi. C'était le jour des entraînements du club campus. Donc voilà, le mardi qui a suivi, je suis arrivé. On a fait une partie ensemble, il a vu que voilà, que je savais jouer depuis. Je m'appelle Agbaro ici. Je suis en classe de 6e. J'ai commencé ce jeu il y a 2 mois. Je m'appelle Eda Modestine Jocelyne. Je suis en classe de 6e. J'ai commencé ce jeu depuis... Ça fait 3 mois et j'aime ce jeu parce que ça m'a appris beaucoup de choses en mathématiques. J'ai appris ça par mon amie Jocelyne. J'adore ce jeu parce que ça m'aide à beaucoup faire des trucs. Ça m'aide aussi à connaître des choses que je ne connais pas. Lorsque vous jouez avec quelqu'un, c'est une confrontation d'intelligence, c'est une confrontation de pièges. Je place des pièges, soit vous tombez dedans, soit vous ne tombez pas dedans, vous placez des pièges. Je suis obligé d'y échapper. Et donc c'est une bataille d'intelligence et de réflexion en fait. Donc ça fait que ça rend intéressant.
en fait, la réflexion. Et ce qui me plaît aussi, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, que ce soit en ligne. Il y a des sites où vous pouvez trouver n'importe quel adversaire. Donc à n'importe quel moment de la journée, que ce soit minuit, que vous soyez au travail, vous pouvez télécharger l'application pour jouer à ce jeu. Donc ça fait que, bon, alors, on est content quoi, d'y jouer. Voilà. Ça fait plaisir de faire travailler son intelligence tout en jouant. Ce jeu m'a apporté beaucoup de choses. Par exemple, être intelligent à l'école. C'est un jeu ouvert, c'est un peu comme le foot et tout. C'est un jeu ouvert. Et au Togo, pratiquement, c'est un jeu en essor. Actuellement, il y a nombreux qui s'y mettent maintenant. Vous pouvez constater plein de photos. Il y a nombreux qui s'y mettent maintenant. Et je pense que bientôt, on aura quand même une légion, en fait, si je peux me permettre, une légion pour ce jeu. La maîtrise de soi, la patience, l'observation et le développement du QI, nombreuses sont les vertus dont bénéficie Jacques Balebako et l'ensemble de ceux qui s'adonnent à ce jeu. Et s'il n'a pas encore eu à prendre part aux compétitions internationales, les Open bimensuels dans la capitale togolaise et le championnat national ou encore l'Omé Chess Challenge constituent un tremplin pour ce jeune homme fou des jeux de stratégie et qui voit sa cote et l'autre s'améliorer au fil des compétitions. Plus de 1318 à ce jour. J'arrive à contrôler mes émotions avec ce jeu parce que c'est un jeu qui demande de la patience, beaucoup de concentration. Et j'ai vu que depuis que je le pratique, bon, j'ai assez évolué dans la réflexion, puisque c'est un jeu où vous avez plusieurs possibilités. On a vu le déplacement des pièces et vous devez savoir quel est le bon déplacement pour ne pas perdre. Donc dans la vie, quand je suis confronté à un problème, quand il y a une première solution qui apparaît, voilà, je me dis non, il se pourrait qu'il y ait une autre, il faut creuser. Donc je creuse et tout, voilà. C'est un peu pour ça. J'aime aussi les jeux de réflexion et tout. Ça muscle le cerveau et ça me permet d'être cultivé. Puisqu'à force de faire des exercices au cerveau, le cerveau devient habitué à retenir des choses. Donc ça fait que bon, je retiens un peu plus beaucoup de choses maintenant. L'objectif, c'est de remonter mon niveau au plus possible pour pouvoir d'abord sur un premier plan me représenter notre pays, représenter l'Afrique sur le plan international et d'autre part pouvoir former nos jeunes frères pour un développement collectif. Si moi je suis à l'international, je ne peux pas laisser mes frères et sœurs là, donc je vais aider mes frères. Là, nous pourrons aller remporter ensemble les prix ailleurs et tout. Là, c'est le nom de notre pays, le nom de notre continent qui sera cité. Voilà.